Allez, c'est bon. Donc, il faut juste accepter que ce soit enregistré et c'est parti. Bon, c'est à moi alors. Allez, vas-y, Manu. Ok, bon, merci Brice pour l'organisation, merci Jérémy pour la modération, merci les gens. On va parler d'hypnose profonde, je ne sais plus pourquoi on avait décidé de parler de ça. Ce serait peut-être bien d'essayer de définir un peu ce que c'est, parce que c'est difficile de faire plus imprécis que ça. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Qu'est-ce que c'est l'hypnose profonde? On a peut-être tous une définition personnelle de l'hypnose, donc on va pas partir là-dedans. Je propose une définition simple qui nous vient d'Antoine Garnier, je ne sais pas si vous connaissez, l'hypnose comme réponse automatique à la suggestion. Il y a une image qui a bougé là. Et l'hypnose profonde, qu'est-ce que ce serait par rapport à une hypnose, on va dire basique, quoi. Je vais commencer par des suggestions de lecture. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre d'Albert de Rochat, Les états profonds de l'hypnose. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Non? Ok, oui, non. Non. Non, d'accord. Bon, je vous invite à le lire ou à le relire. Ça date de 1890, donc c'est pas, on va dire que c'est pas trop d'actualité par rapport à ce qui se fait. Ça donne une idée de là d'où on vient au niveau de l'hypnose, c'est-à-dire que dans les états profonds de l'hypnose, on nous parle de somnambulisme, ça c'est encore, on va dire que c'est encore acceptable. On nous parle de suggestion mentale, on nous parle de guérison à distance, on nous parle de choses complètement rocambolesques, on va dire. Je trouve que c'est intéressant par rapport à ce qui se fait aujourd'hui de savoir que ça reste dans les représentations que les personnes se font par rapport à l'hypnose. Même si ça fait des années qu'on œuvre tous à nettoyer, entre guillemets, l'image de l'hypnose, à dire aux gens qu'en hypnose, on n'est pas endormi, qu'il n'y a pas de perte de contrôle, que la volonté de l'hypnotiseur n'est pas importante. Il faut bien constater que les gens sont demandeurs d'expériences plutôt intenses, étranges. Et certainement, si on peut amener une personne en état profond, on aura plus de résultats qu'en état de transe, entre guillemets, normal. Après, je ne sais pas comment vous travaillez au niveau des trans. Est-ce que tout le monde a une définition de la transe somnambulique ici? Est-ce que ça vous parle? Ouais, j'entends pas. Oui. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Somnambulique dans le standard de Milton Erickson, d'accord? C'est-à-dire que déjà dans ce standard-là, c'est pas si fréquent en fait d'obtenir des vrais trans somnambuliques où la personne n'est plus capable de distinguer la réalité extérieure de l'expérience hypnotique. Voilà. Et l'idée d'hypnose profonde, ce serait d'aller encore plus loin que ça. Alors, plus loin que ça, ça veut dire qu'on est plutôt sur des expériences très inconscientes, voire sans aucune présence consciente, voire sans aucun souvenir de l'expérience. Ce qui peut être problématique pour les gens, parce que les gens veulent se rappeler, les gens veulent contrôler et les gens veulent être témoins de leur propre expérience. Ce qui fait qu'on doit passer beaucoup de temps à expliquer. Je vais essayer d'aller vite pour que tout le monde puisse parler. Je dirais que l'enjeu dans ce genre de pratique, c'est d'amener vers un lâcher-prise total par rapport à la transe. Avec des techniques d'approfondissement, avec des techniques de suggestion, contrairement à ce qui se faisait, par exemple, en 1890, à l'époque du livre d'Albert de Rochat, où l'état d'hypnose était obtenu uniquement par magnétisme. Ce qui est une autre forme de suggestion. En gros, les gens faisaient des passes comme ça. Ils faisaient des passes, ils ne disaient rien, ils touchaient éventuellement. Il y a des techniques qui sont présentées où on peut appuyer sur les yeux avec les pouces pour endormir les personnes. Donc, il y a beaucoup de toucher, très peu de suggestions verbales, très peu d'accompagnement de la transe avec des visualisations, avec des scripts, avec des protocoles. Beaucoup de phénomènes qu'on observe peu aujourd'hui finalement.
notamment les amnésies qui sont assez rares. Enfin, en tout cas, dans ma pratique, je ne le constate pas souvent. Même en le suggérant, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose que je retrouve souvent. Avant de céder la parole, moi, où j'en suis par rapport à ça aujourd'hui, j'arrive à obtenir des transes d'hypnose profonde, ce que j'appelle hypnose profonde, où il y a vraiment un décrochage, c'est-à-dire qu'on peut parler d'endormissement au niveau de la personne, amnésie post-hypnotique, et dans ce que la personne se rappelle de l'expérience, une anesthésie totale, totale du corps. En fait, il n'y a plus de corps. En fait, il y a une vague présence consciente, il y a une désorientation au niveau du temps, au niveau de l'espace. Voilà ce que j'arrive à obtenir moi aujourd'hui. Je pense, je vous invite à me contredire par la suite, évidemment, que les représentations du praticien par rapport à l'hypnose, les attentes du praticien par rapport au comportement de son sujet sont le paramètre le plus important dans l'hypnose profonde. Voilà. Après, je vous laisserai débattre là-dessus. C'est-à-dire que l'hypnose profonde, c'est beaucoup plus du non-verbal que du verbal, en fait. Par exemple, c'est la voix, par exemple, c'est le placement. Moi, quand je fais l'hypnose profonde, je vais m'asseoir par terre par rapport à la personne pour que ma voix puisse l'attirer vers le bas, en fait. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Un livre qui peut vous intéresser, qui est récent, c'est un livre de Christophe Pank, qui sera peut-être avec nous tout à l'heure, qui s'appelle Hypnose profonde, qui présente notamment une méthode pour arriver à induire un état de transe profonde en moins d'une dizaine de minutes, ce qui est pas mal par rapport à des états qu'on obtenait au départ en plusieurs heures. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Je ne vais pas aller plus loin. Je rebondirai sur les réponses. Merci de votre attention. Merci. Avec plaisir. Moi, je voulais te poser une question. Est-ce que tu, tu es hypnothérapeute, c'est ça? Oui. J'aurais dû commencer par ça. Je fais d'hypnose. Non, mais je raccroche le wagon. Donc, voilà, je voulais te poser une question. Est-ce que c'est délibérément que tu choisis d'induire une hypnose profonde ou c'est en fonction des problématiques que tu rencontres avec ta patientèle? Voilà. C'est un choix par défaut en ce qui me concerne. Toute personne que je reçois en séance doit vivre une expérience hypnotique. Sinon, l'ingrédient essentiel de la séance d'hypnose, il n'est pas là. Alors, on dit profond par habitude, mais c'est une représentation visuelle de quelque chose qui descend. Ça peut être l'inverse de la profondeur, ça peut être l'élévation, ça peut être l'expansion de conscience. Mais l'idée, c'est que si la personne vit une expérience vraiment intense, si elle dit à la fin de la séance « c'est bizarre », il n'y a pas besoin de plus de suggestions que ça. Voilà un peu dans l'idée. Après, moi, j'ai des gens, 85-90% des gens qui viennent chez moi viennent par rapport à des crises d'angoisse, des angoisses physiques. Ce sont des gens qui sont extrêmement résistants et contrôlants par rapport à l'hypnose. Donc déjà, il y a un changement symbolique dans le fait de vivre un état profond. D'être capable de s'endormir comme ça. Je dis s'endormir volontairement parce que dans ce que je fais aujourd'hui depuis pas si longtemps, en fait, c'est d'utiliser la suggestion de sommeil. C'est de revenir sur l'hypnose, dormez profondément, endormez-vous davantage, etc. Concernant la réduction, voire la disparition des crises d'angoisse, ça marche bien. Et la plupart des gens qui viennent chez moi sont aussi, bien médicamentés en général. Ils sont un peu au ralenti. Au minimum, c'est des benzodiazépines. Il y a souvent de l'alcool, du cannabis derrière. Donc, il y a peut-être une habitude des états altérés. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Ghislaine? En partie. En partie, d'accord. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque alors? Je suis d'accord sur plein d'éléments que tu as fournis, sur le fait de faire vivre une expérience d'hypnose
Parce que c'est vrai que c'est pour ça que les gens viennent et c'est important qu'ils aient cette sorte de, comment dire, de lâcher prise et cette distorsion du temps ou le fait de dire c'est bizarre, hein, j'allais dire 97%, ils te disent c'est bizarre, c'est étrange, hein, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont vécu quelque chose qui les a fortement déstabilisés peut-être, enfin étonnés en tous les cas, ils ne s'attendaient peut-être pas forcément à ça. Mais pour moi, moi ce que je voulais dire, c'est que tout dépend la problématique présentée par des gens. Et c'est vrai qu'il y a des fois, avec certaines pathologies ou certains symptômes, comment on l'appelle, je vais rechercher plutôt une hypnose profonde. Et parfois pas forcément. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas y aller. Parce que des fois, on est surpris à quelle vitesse, on parle de la suggestibilité, quelle vitesse ils vont dans cet état tout seul, comme si le chemin était déjà tracé. Voilà. Il y a peut-être aussi une attente, comme tu dis, de l'attente de la part de l'hypno, c'est-à-dire la manière dont on présente les choses, la manière dont dans le pré-talk on va poser des éléments. C'est un peu comme si on mettait des petits cailloux et ils vont suivre les petits cailloux et ils vont trouver le chemin. Enfin, c'est ma façon à moi de l'expliquer. Voilà. Ok. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Ghislaine, par rapport à ta pratique, sur quoi tu te bases ou comment tu choisis? Alors, ce n'est pas forcément des choix conscients qu'on fait en séance, on avance, on travaille avec l'autre, bien sûr, mais comment tu choisis de passer sur une hypnose profonde ou de rester au contraire sur un autre type d'hypnose? On parle de type d'hypnose, mais on sait que tout est mélangé. Hein. Par exemple, on me disait tout à l'heure, c'est Rémi, c'est ça hein non, j'ai perdu ton prénom. Jérémy. Non, mais la personne avant. Manu. Manu, voilà. Quand j'ai une personne, par exemple, qui vient avec... je pense à une personne en particulier que j'ai eue il y a quelques années. C'était une jeune fille qui avait vécu plusieurs viols successifs. Et donc, elle était vraiment, il y avait des crises d'angoisse, il y avait donc ce stress post-traumatique et tout ça. Et pour moi, ça me paraissait évident de pouvoir travailler, de créer cet espace où il y aurait vraiment ce lâcher-prise, ce contrôle, parce qu'elle avait envie en même temps de s'en libérer, mais elle avait très, très peur aussi de ce qui allait se passer. Donc, ça m'a permis de travailler et c'est vrai que ça a été un résultat qui a été vraiment assez spectaculaire dans le travail qu'on a fait. Ça m'arrive aussi pour des douleurs, par exemple. Pour des douleurs, par exemple. Donc, mais après, c'est vrai que je suis surprise, comme je disais tout à l'heure, que les gens, peut-être de la manière dont je leur explique, ils vont de plus en plus souvent dans cet état d'hypnose, en tous les cas, un des états d'hypnose profonde, on dira voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu moi aussi à ta question. Si. Du coup, je fais si je comprends bien, tu fais le rapport entre l'hypnose profonde et lâcher prise, du coup. Oui. Ok. Ah, c'est intéressant. Ouais, je pense qu'on peut vraiment parler de lâcher prise. Hein. Est-ce que c'est une condition nécessaire, voire suffisante pour l'hypnose? Est-ce que c'est un des critères? Pour l'hypnose profonde, pardon. Je pense que c'est un critère même qui est fondamental dans le sens, par exemple, comme je l'ai appris chez Pank, on va utiliser du fractionnement par ancrage par toucher pour forcer les approfondissements. D'accord ? C'est-à-dire qu'il s'agit toujours d'emmener la personne un peu plus loin que ce qu'elle ferait naturellement. D'où l'utilisation d'ancrage par la voix, de rythme, de choses comme ça. Et c'est pour ça aussi que je parlais du livre d'Albert de Rocha. Ça veut dire qu'à un moment, on a besoin d'endosser un peu le côté sulfureux, transgressif de l'hypnose pour emmener des gens vers des expériences qui leur font peur, justement. Si tu peux créer un état d'hypnose à partir de rien, à partir d'un mouvement automatique, à partir d'un signaling, tu peux mettre le focus sur la simple réponse automatique de la main et en faire un état profond, d'accord ? Une personne qui aurait, je ne sais pas, des hochements de tête pendant sa transe ou qui commence à avoir des visions, si tu lui
si tu lui donnes la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce phénomène, ça peut prendre toute la place dans sa conscience, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement perturbant. En fait, c'est ça l'intérêt, en fait, quoi. C'est d'aller vraiment se confronter à quelque chose qui fait peur, quoi. Et d'ailleurs, comme Pank le pratiquait à l'époque, ce qu'on appelait l'ultradeps chez James Ramy, mais que Pank appelait la transe abyss, il y a toute l'idée de noirceur, de profondeur, de quelque chose de très sombre, de très inquiétant derrière ce genre de truc. Et c'est précisément la démarche, en fait. Donc le lâcher-prise, ouais, et la confiance dans l'opérateur aussi. Mais la confiance dans l'opérateur par rapport à ce que son sujet est capable d'encaisser comme expérience. Ce sont des mots assez durs. Encaisser. Ouais. Effectivement, ouais. C'est un cadre, hein. Enfin, en tout cas, c'est bien. Mais ouais. Quand tu parles de profondeur, effectivement, ça peut être abyssal, mais ça peut être aussi tout à fait en hauteur. Oui, tout à fait. Ouais. Et là, on peut s'élever vers quelque chose. Dans l'espace, il y a des gens qui vont rencontrer Dieu, il y a des gens qui vont rencontrer leurs défunts. Ouais, il faut que les gens soient prêts aussi pour ça. Je ne dis pas qu'ils y arrivent en première séance. Pour rebondir sur ta dernière phrase, tu as un nombre en tête de séances ou on va dire des stats sur le nombre de personnes qui, dès la première séance, partent en transe profonde. Combien, c'est très... Ouais, vraiment, je pense qu'il n'y a pas vraiment forcément... en étant vraiment généreux, 1 sur 10 ou 12, quoi, à peu près. Ouais. Ouais. Dans des bonnes conditions, ouais, en général, il faut bien 3 séances pour que les gens soient en confiance par rapport à ça. Ouais. C'est ce que je pense à peu près aussi, ce que je remarque aussi quand j'essaye de travailler comme ça. Ouais. Ok. Je pense que c'est important de parler de ça parce que, comme tu le sais, on en parle parfois en extérieur avec pas mal d'autres hypnos et c'est un côté ça a le côté sulfureux, comme tu disais, l'hypnose, où on va faire des trans profondes, qu'est-ce qui va se passer, ça va être impressionnant. Et ouais, si on ne précise pas, il y en a beaucoup, ça peut être beaucoup d'hypnos avec qui on discute, qui pensent que, parce qu'on va réussir à créer à chaque fois une transe profonde sur tout le monde, quoi. Oui, Brice? Oui, de tout ce qui a été dit jusqu'à présent et des interventions qui ont été faites. Alors déjà, de façon, j'apporte pas de réponse, mais c'est plus des interrogations. Déjà, la première interrogation qu'on peut avoir, c'est, et ça revient un peu entre le débat entre les néo-ericksoniens et les Hellmaniens et ceux qui font de l'hypnose classique et directe, c'est est-ce que la profondeur de transe a un intérêt sur le plan thérapeutique? Et donc, il y en a qui vont dire de la transe légère, ça suffit. D'autres qui vont dire de la transe profonde, c'est absolument nécessaire, etc. Et il faut savoir en fait le justifier, il faut savoir pourquoi. Ça, c'est un premier élément. Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais je ne vais pas la développer tout de suite. J'aimerais juste vous apporter une approche vraiment historique parce que moi, c'est mon dada. Il faut savoir qu'en fait, l'hypnose, à la base, c'est que de la transe profonde. Les temple sleep en Égypte ancienne, en Grèce ancienne, ce n'était pas 2 heures, 3 heures, c'était 15 jours, 3 semaines en transe. Voilà. Ensuite, les séances de magnétisme, Mesmer, 18e, Marquis de Puységur, etc., c'est toujours des trucs qui duraient 4 à 6 heures. Donc, c'est vraiment de la transe profonde, l'hypnose. Et quand on a commencé à faire des premières, entre guillemets, catégorisations sur le plan un peu pseudo-scientifique ou du moins médical, c'était l'école de Nancy qui a été les premiers. Et ils ont fait 23 rubriques. Bernheim, il a 23 rubriques sur la transe, alors légère, semi-légère, alors en fonction, en fait, et c'est ça qui est le plus intéressant, des phénomènes hypnotiques associés. Donc, par exemple, une transe légère, va être une catalepsie des muscles mineurs, genre les paupières fermées. Une transe moyenne, catalepsie déjà des muscles majeurs, avec des phénomènes comme des lévitations, etc. Et on dit qu'on va dans la transe profonde à partir du moment où on a
la validation d'une amnésie. Ça, c'est vraiment très, très hellmanien et c'est la définition. Après, ça n'a rien à voir avec la définition que donnait Erickson. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant en fait dans ces définitions-là, c'est de comprendre que, grosso modo, pour simplifier les choses d'un point de vue purement historique, Rochas-Desglins, c'est quelqu'un qui est issu quand même de la mouvance très, on va dire, spirit au début du XXe et qui avait une approche à la fois médicale, scientifique de l'hypnose, mais aussi une approche très ésotérique et très intéressante parce que justement, c'était le directeur de l'école polytechnique. Donc, un militaire et qui était en même temps directeur d'une école scientifique, comme ça, c'était assez étonnant qu'il ait fait plein d'expérimentations sur les phénomènes de clairvoyance, etc., qui étaient très associés à la transmédiumnique dans ces années-là. Alors, moi, il y a un truc qui est intéressant, je trouve, et finalement, on pourrait rebondir là-dessus, c'est que pour moi, déjà, la profondeur, c'est la suggestibilité. Et ça, je crois qu'on est tous d'accord. C'est-à-dire quand on dit qu'on fait de la transe profonde, on n'enfonce pas la personne plus profond sous terre, on le rend plus suggestible. Et la question que je pose, ça va être, qu'est-ce qui rend une personne plus suggestible? Voilà. Et si on rend la personne plus suggestible, le but, en fait, à mon sens, de la transe profonde, ça va être de diminuer au maximum, comme tu le dis, le conscient, pour qu'il y ait un lâcher-prise total qui est juste l'observateur ou même des fois plus l'observateur et d'amplifier au maximum le subconscient, l'imaginaire, l'inconscient, comme tu l'appelles, etc., peu importe. Et donc, du coup, tu as accès, au sujet réellement, en fait. Et ça, à mon sens, c'est vraiment la dynamique de la transe profonde. Et ce qui est intéressant, moi je parle d'un point de vue purement médical, opératoire, etc., c'est qu'en fait, ça, on l'obtient de deux façons, en faisant des phénomènes hypnotiques et en développant les phénomènes hypnotiques. C'est pour ça que moi je suis vachement attaché à ça, et Manu aussi, hein, dans ses hypnoses, ça revient toujours avec le corps, voilà, pas avec l'esprit. Ça, il y a toujours une suggestion qui mêle le corps et l'esprit, une lévitation du bras qui peut redescendre et suggérer ensuite la descente en transe, premier élément. Et deuxièmement, et ça vient de l'hypnoanalyse à partir des années 60, une communication avec le subconscient. Communication, ça peut être du signaling, ça peut être faire parler, etc. Mais pour faire grandir le subconscient, il faut évidemment il faut lui donner de la place, il faut le faire bosser, quoi. Voilà, donc deux approches. Après, on pourra reparler vraiment de ce qui est apparu, on va dire, dans les années 70, c'est-à-dire l'ultra-dep de Secord qui a été repris par Rami, l'ultra-height en hypnose hellmanienne, c'était le pendant version Jerry Kine. À l'heure actuelle, c'est le Simpson Protocol, etc. Tout un tas de travail où tu travailles au-delà du somnambulisme, au-delà de l'état S-Dale, etc. Et ça, on peut partager nos expériences là-dessus. Mais déjà, je trouve que si tu as un peu le truc sur pourquoi on va faire de la transe profonde, comment on va faire de la transe profonde et qu'est-ce que c'est que la transe profonde, ça peut être intéressant. Voilà, je lance des portes ouvertes, entre guillemets. Vas-y, Jérémy. Okay. Vas-y. Il y a deux affirmations qui m'ont interpellé, que je sois d'accord ou pas, peu importe. La première de Manu au tout début et une que tu viens de faire, Brice. Manu, tu as dit au début, plus on est profond, tu ne l'as pas dit comme ça, l'hypnose profonde permet de meilleurs résultats. Et Brice, tu viens de dire, l'hypnose profonde permet plus de suggestibilité. Est-ce qu'on est sûr que c'est vrai, ça? Est-ce qu'il y a eu des tests? Est-ce qu'il y a eu des études? Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça? Ou c'est du ressenti et c'est presque de la fausse logique? Aujourd'hui, on comprend un peu mieux ce qui se passe en hypnose, notamment avec tout ce qui est neurosciences, etc. Et il semblerait, je dis il semblerait, qu'il n'y ait pas finalement une très grande variété d'états d'hypnose, quoi. C'est-à-dire que les hypnoses profondes, ce qu'on appelle la transe partielle, le swan, mais qui n'a rien de partiel, le somnambulisme, seraient plutôt des manifestations externes qu'un vrai changement interne. Il n'y a pas forcément de meilleurs résultats thérapeutiques avec de l'hypnose profonde, mais il y a peut-être un plus grand engagement, il y a plus de conviction, il y a plus de conviction chez l'opérateur aussi. Et c'est aussi, de quelle manière la personne va répondre à ses propres représentations.
peut peut-être aller chercher un peu du côté de l'histoire, mais je crois qu'à l'époque de Mesmer numéro 1, l'hypnose, ça ressemblait plus à de l'épilepsie. À l'époque de Braid, où il voulait des gens qui dorment pour les opérer, bah, c'était plus du coma hypnotique. Avec l'hypnose de spectacle, on n'a que des somnambules, etc. etc. Aujourd'hui, l'hypnose, le standard de l'hypnose, c'est un vécu très conscient de l'expérience, en fait. Voilà ce que j'avais à dire. Brice, tu as quelque chose sur la suggestibilité par rapport à la profondeur? Bah, l'idée que j'en ai déjà, c'est que pour avoir fait de la street hypnose, si tu fais de la street hypnose en transe légère, tu ne vas pas aller bien loin. Ou du moins, tu ne vas pas amuser personne. Et après, perso, par rapport au cabinet, si tu veux faire de l'anesthésie en transe légère, ça va être compliqué. Donc, tu as intérêt d'avoir des boules qui est, quoi. Bon, voilà. Donc, moi, mon idée, c'est quand tu fais de l'hypnose, tu fais de la transe. Voilà. Et moi, le but, c'est que mes patients, ils aillent le plus bas, le plus loin et le plus vite possible. Et pourquoi? Parce que au plus je vais dans les phénomènes hypnotiques, au plus je valide une amnésie, au plus après je peux aller dans une anesthésie. Si je n'ai pas une amnésie, je n'aurai jamais une amnésie. C'est empirique, hein. C'est comme ça, tu vois, c'est l'échelle des phénomènes hypnotiques, c'est-à-dire tu as d'abord les mouvements idéomoteurs de base, donc c'est oui, non, etc., le swan, tout comme ça. Après, tu as de la catalepsie, tu as de la lévitation, après tu as l'amnésie, et quand tu fais de l'amnésie, ça tu le sens vraiment quand tu fais de la street ou quand tu fais de l'hypnose de spectacle, quand tu fais de la chirurgie, il y a quelque chose qui se passe. Et le patient, tu sais que tu as franchi un palier. C'est purement intuitif, hein, mais c'est validé aussi par les neurosciences et notamment par le gros projet là, de Omni là, de 2018, la Hypnoscience Project, je en reparlerai peut-être après. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et après, au-delà, avec ou sans suggestion d'amnésie post-op, tu as accès au subconscient, alors qu'avant, tu étais quand même dans beaucoup de contrôle. Et alors, je suis entièrement d'accord avec ceux qui me disent « Ah ouais, mais tu vois, avec la transe légère, tu peux faire des changements thérapeutiques. » Ben ouais, mais est-ce que tu avais besoin d'hypnose vraiment pour faire ça, premièrement? Et deuxièmement, il faudrait étudier est-ce qu'ils sont stables et durables dans le temps. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer par la seule volonté. Ben souvent, c'est des patients qu'on trouve 6 mois après qui fument 2 fois plus, quoi. Ou bien qui veulent perdre du poids juste en se contraignant, etc. Et au bout d'un moment, tu as le subconscient qui remonte et qui te remet une deuxième vague, tu vois. Alors que l'hypnose, c'est pas ça. L'hypnose, aussi bien en transe profonde, d'après Erickson, tu vois, c'est la réorganisation des processus subconscients du sujet. Donc, du coup, pour accéder à ces processus-là, eh ben, il faut les développer, il faut y accéder, il faut faire bosser le sujet dans cet état-là. C'est pour ça que moi, je suis partisan de la transe profonde parce que c'est mon job au quotidien, premièrement, mais surtout, d'un point de vue aussi bien historique que, on va dire, médical et même amusement, etc., l'hypnose, c'est de la transe, quoi. Voilà. Après, au-delà de la transe, alors il y a 2 éléments qui sont bien documentés sur le plan de neurosciences et c'est très récent, c'est 2018 en fait, c'est comment fonctionne le cerveau en état S-Dale et comment fonctionne le cerveau en état somnambulique. C'est-à-dire dans les 2 transes, la transe stuporeuse et la transe somnambulique profonde. Et on sait qu'en fait, ça ne fonctionne pas de la même façon. Et ça, c'est validé scientifiquement, quel que soit l'opérateur et quel que soit le sujet. Ça, c'est intéressant. Et en fonction d'une méthode bien définie, etc. Après, au-delà, et c'était un peu l'enjeu de ce dont voulait parler Manu, enfin j'ai Subodoré qui voulait parler de ça en entrée, peut-être que je me trompe, mais tu me corrigeras, c'était de parler de ce qu'il y avait au-delà de ces trans-là, c'est-à-dire l'ultra depth, l'ultra height, le Secord protocole, le Simpson protocole, tous les trucs comme ça. Voilà. Et après ça, on peut en parler un peu, ouais, pourquoi pas, hein. Voilà, moi, c'est l'expérience et le ressenti que j'ai. Et puis après, tu peux avoir de l'hypnose ultra profonde des patients hyper réceptifs, hyper suggestifs, mais tu n'as aucun changement thérapeutique. Voilà. Ce n'est pas une science exacte. C'est aléatoire. Hein. C'est aléatoire, l'hypnose. Petite question pratico-pratique. Est-ce que ça a une importance d'ailleurs? Comment tu testes le niveau somnambulique? Comment tu testes le niveau profond? Et est-ce que tu as besoin de le tester? Toi ou d'autres, hein, si d'autres pratiquent l'hypnose profonde. Moi, je le teste au niveau, comment dire,
je fais des tests musculaires sur les bras, en fait. C'est-à-dire que je suis toujours en contact avec le bras de la personne. Donc, je sens les lévitations, je sens les catalepsies, je sens si la main devient insensible, si ça bouge pas, etc. Pour le somnambulique, je pose des questions, mais qui vont impliquer une amnésie, en fait. Est-ce que vous vous rappelez comment vous vous appelez? Ben oui, je m'appelle Jean-Michel. OK. Allez-y, plus profondément. Comment vous vous appelez? Ben, je m'appelle toujours Jean-Michel. Mais de poser la question, ça implique que la personne, au bout d'un moment, va oublier. Ça ne prend pas tant que ça. Okay. Curieusement, et c'est là qu'on se contredit avec Brice, je ne sais pas comment ça se fait. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à obtenir des amnésies, mais pratiquement aucune difficulté à obtenir des anesthésies. Donc, je ne sais pas si ça passe forcément par ça. Tu vois, dans quelle mesure nos habitudes de travail vont cadrer la transe de la personne? Clairement. Tu l'as dit au tout début sur nos croyances, notre façon de faire, notre volonté, puisque ce qu'on projette aussi. Hein. Et je fais des tests d'hallucination visuelle aussi. Alors, quand la personne est bien profonde, je dis à un moment, vous ouvrirez les yeux, vous verrez quelque chose ou n'importe quoi. Et là, pour vérifier que la personne a des hallucinations visuelles en transe. Et en somnambulique, généralement, la personne ne s'en rend pas compte. Enfin, elle voit des trucs, mais c'est normal, quoi. Et c'est après le réveil, elle dit « Ah oui, mais je voyais ça, en fait. » Sur le moment, c'est normal. Mais tester, oui, c'est important, au moins que la personne puisse valider qu'il y a un changement dans son état. Ouais. Okay. Manu, petite question pratico-pratique, c'est Richard ici. Comment tu as dit que tu laisserais Pang tout à l'heure exposer comment lui fait en pratique pour aller en transe profonde. Toi, tu fais comment en pratique? Comment je fais en pratique? Alors, comment je fais en pratique? Attends, je m'en mets. Si je veux passer d'une transe standard à une transe profonde, ce que je fais en général, je vais commencer par quelque chose de très simple du départ. Phénomène hypnotique, généralement les mains collées, ça marche pas mal. Des suggestions en rapport avec ce que la personne a dit. Et au bout d'un moment, je vais lâcher la suggestion pour aller sur la suggestion de sommeil. Ce que je fais aujourd'hui, c'est la suggestion de sommeil pour l'hypnose profonde. Dormez profondément, dormez profondément. Je vais répéter dormez profondément jusqu'à ce que vous dormiez et je les harcèle comme ça, en fait. Ça marche très bien. Avant ça, je faisais du toucher, pression sur les épaules, ancrage, visualisation, escalier, fractionnement, respiration, tout ce qui peut servir à approfondir. À partir du moment où la personne y répond, je continue. Aujourd'hui, c'est la suggestion d'endormissement, c'est très bien. Contrairement à ce qu'on m'a appris au tout début, ça marche très bien. Les gens viennent pour dormir, en fait. Donc, tu leur dis dormez, ils plongent. Et je pense qu'il y a tous les clichés qui sont véhiculés par l'instruction dormez, ils s'activent. Et pour répondre un peu à côté, j'ai remarqué que suivant comment je présente la transe, le vécu va être différent. Si je dis que c'est quelque chose de très calme, proche de l'endormissement, c'est très calme. Si je parle de réponse automatique du corps en état de sommeil et que ça se rapproche vraiment de l'instinct, de choses comme ça, j'ai des transes beaucoup plus mouvementées, avec plus de spasmes, plus de tremblements, des grognements, des choses comme ça. Voilà. Donc certainement, la transe, elle est liée à une référence externe. Ça répond à ta question, Richard? Oui, complètement. Ça te prend combien de temps en moyenne? 10, 15 minutes? Une bonne demi-heure, je dirais. Une bonne demi-heure. Ouais. Et quand tu dis dormez, tu n'as pas beaucoup de transes plutôt stuporeuses? Ça semble assez calme, ouais. Maintenant, je ne dirais pas qu'il ne se passe rien non plus. C'est assez... il ne se passe pas grand-chose sur le moment, même dans le vécu conscient de la personne. C'est plutôt le retour à l'état d'éveil qui marque une différence, en fait. Mais effectivement, par rapport à une transe somnambulique,
Enfin, je pense que la personne capte même plus les suggestions, en fait. Enfin, ce que les gens disent en sortant de transe, c'est qu'il y a un retrait de la personne de ce qui se passe. Ouais. Donc, le côté actif de la transe somnambulique, certainement, on le perd. Je pense que le bénéfice, il est vraiment ailleurs, quoi. Mais comment le justifier, voilà, c'est le problème. Donc, Mais dans ouais, ces cas-là, elles ne parlent pas, les personnes. Non, elles sont plus capables. Elles sont plus capables. Non. Ce qui est aussi une manière de tester. Est-ce que vous pouvez encore parler? La personne va faire ok, c'est bon, dormez. Non, là, les personnes n'y arrivent plus. On peut. Ce que Pank fait, je ne sais pas s'il le fait encore parce que ça date un peu la formation, c'est de mettre la bouche en état somnambulique et le reste du corps en état ultra. Mais ça reste très très difficile pour les gens de parler. Et ils n'ont pas grand-chose à dire sur le moment, d'ailleurs. C'est plutôt laisse-moi. Donc ça peut être perçu comme une stratégie d'évitement aussi. Du coup, j'ai une petite question, moi, parce que je ne pratique pas du tout les transes profondes. Je travaille au SAMU, je suis psychologue. Qu'est-ce que le thérapeute fait pendant que le patient est en transe profonde? Parce que par rapport à une anesthésie, par rapport à une opération, je comprends bien. Mais par exemple, en thérapie, je ne comprends pas très bien ce que le thérapeute fait pendant ce temps-là. Je comprends. Eh bien, tu attends. Tu attends et tu te tais. Et tu attends. Et c'est très difficile, de faire ça. De dire à partir du moment où vous serez dans l'état, vous n'aurez plus besoin de moi, il vous reste une demi-heure, je ne vous dis plus rien, je vous laisse tranquille. Pendant ce temps-là, vous pouvez changer, vous pouvez rêver, vous pouvez faire les choses. Et de ne pas placer une seule suggestion quand la personne est en transe profonde, c'est de l'hypnose sèche, tu vois. L'hypnose présentée comme un processus complètement autonome qui ne nécessite aucune suggestion extérieure, c'est une suggestion, d'accord? Donc concrètement, la personne est en transe ultra profonde et toi, tu prends un bouquin, t'attends. Et c'est quoi le but pour la personne? C'est de trouver son autonomie? C'est quoi le… Elle se fait ses propres suggestions. Ok. Et encore une fois, c'est difficile à faire pour l'accompagnant. Oui, j'imagine. Ouais, de ne pas intervenir. Mais il y a une suggestion non verbale là-dedans. À partir du moment où vous serez en transe, vous n'avez plus besoin de moi. Si tu en es convaincu, ça marche. Même en transe stuporeuse, quand la personne est dans le pâté, ouais. Oui. C'est d'ailleurs ce qui a été, je pense, un grand débat dans l'hypnose et encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment un état neurologique hypnose qui fait quelque chose ou est-ce que tout est lié aux suggestions? Bon, maintenant, on sait à peu près que ça existe. Mais qu'est-ce qui n'est pas une suggestion dans ce qu'on fait? Le cadre lui-même est suggestif d'ailleurs. En tout cas, pour moi, l'intérêt des transes profondes, c'est de ne pas ajouter une seule suggestion qui viendrait de moi, en fait. De laisser la personne dans son cadre à elle. C'est vraiment ça la démarche. Mais encore une fois, ce n'est pas comme ça qu'on apprend à travailler. Et des hypnotiseurs qui sont capables de se taire ne serait-ce que 3 minutes pendant que leur client est en transe, j'en vois pas beaucoup. Voilà. C'est une autre forme de suggestion, je dirais. Oui, Brice. Ouais, par rapport à tout ce qu'a dit Manu, il y a plein de choses qui ont été balayées qui sont super intéressantes. Alors, qu'on ait tous le même référentiel un peu, parce que, en fait, Manu, il est riche de connaissances et de pouvoir. Et donc, des fois, il fait des raccourcis. Alors, en fait,
il y a deux types de transe. Il y a en hypnose, bon, la transe légère, mais ça, on n'en parle pas. Il y a la transe, ce qu'on appelle profonde stuporeuse. La définition d'Erickson, c'est ralentissement psychologique et physiologique de l'individu. C'est-à-dire, comme dit Richard, c'est tu vas dans le pâté. Et le sujet, tu le mets down. Nous, c'est ce qu'on recherche souvent en chirurgie, etc., parce que c'est là où on a de la sédation, on a de l'anesthésie, etc. Comment est-ce qu'on fait? Technique hyper simple. Et l'intérêt, comme le soulignait tout à l'heure Jérémy, c'est de faire des tests, parce que ces tests, ils vont te permettre d'avoir une confirmation, c'est-à-dire de savoir où est les personnes. Ça va avoir aussi un effet d'hypneur, au plus tu fais de tests et de phénomènes hypnotiques, au plus tu approfondis. Et surtout, et ça c'est super important, parce que l'hypnose, c'est quand même lié à la croyance du sujet, en la suggestion, en l'hypnose et en l'hypnothérapeute et en lui-même, c'est aussi un élément de persuasion génial. C'est des convinceurs géniaux de faire des tests. Donc, quand tu fais des tests, ben, ça va être tester une catalepsie, un bras rigide, vous allez essayer de plier le bras, ou bien tester une amnésie. Alors moi, je dis, je vais décompter de 10 à 1, vous allez oublier le chiffre entre 5 et 3, et sur chaque chiffre, vous doublez la détente, et je vérifie qu'ils zappent bien le 4, etc. Tous les tests en fait classiques dits de l'hypnose, entre guillemets, de scène, qui te permet de valider en fait ton niveau de transe et de savoir où, historiquement, on dit que quand tu as l'amnésie, tu peux aller vers le somnambulisme, etc. Bon. Moi, j'utilise surtout des deepeners, parce que c'est vraiment ça l'intérêt. En fait, ce qu'on appelle les deepeners, c'est des approfondisseurs pour faire de la transe. Et approfondisseur, ça veut dire qui augmente la suggestibilité, tout simplement. Moi, je vais toujours essayer de mêler des éléments qui vont mêler un élément physique à un élément psychologique. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si je dis imaginez une métaphore, un escalier, je ne sais pas trop où va le patient. Donc, du coup, souvent, je vais faire, par exemple, je sais pas, une catalepsie du bras, ou bien je prends le bras, je le mets en l'air, plus le bras flotte en l'air, plus vous descendez profondément. Je compte jusqu'à 3, le bras va redescendre et vous emmenez plus profondément en transe. Le bras redescend, etc. Donc, je vois, déjà, j'évalue la réponse, entre guillemets, plus ou moins automatique, saccadée. Et en même temps, souvent, je dis, voilà, comme le bras droit devient de plus en plus lourd, le bras gauche devient de plus en plus léger et vous entraîne encore plus loin, etc. Déjà, de faire des lévitations comme ça entraîne le sujet. Tu fais des fractionnements ensuite, qui est aussi très efficace. Après, une technique que j'utilise beaucoup, je vais dire au sujet, voilà, imaginez par exemple que vous avez, avec le bras donc, qui est en l'air, où j'ai fait la lévitation, vous êtes devant face à un tableau, vous avez une craie, vous allez écrire le chiffre 100 et vous l'effacez et vous doublez la détente, 200, etc. Et tu le fais décompter, au bout d'un moment, tu dis, vous serez tellement fatigué qu'au bout d'un moment, le bras va retomber, boum, vous oubliez les chiffres. Ça, c'est une version Hellman avec des bras en l'air. Tu peux le faire avec l'alphabet, la lettre A, il trouve un mot, etc., B, etc. Il y a plein de techniques comme ça qui vont mêler des phénomènes à la fois physiques et psychologiques. C'est intéressant parce qu'en fait, le subconscient, c'est le corps et c'est l'esprit, c'est pas ici, quoi. Sur le côté qu'a souligné Manu, sommeil profond, moi, c'est un truc que j'utilise tout le temps parce que ça parle à tout le monde. Alors, par contre, je fais juste la suggestion, je dis, et vous allez dans le sommeil profond tout en continuant à tout entendre. Pour pas qu'à la fin de la séance, ils te disent, ah, mais j'ai pas dormi, quoi. Et toi, tu es obligé de te dire, ah, ben, c'est normal, vous étiez en hypnose, on ne dort pas, etc. Ouais, mais alors pourquoi vous m'avez dit de dormir, enfin, bon. Donc, souvent, je dis sommeil profond tout en continuant de t'entendre. Et c'est vrai que sommeil profond, la suggestion, elle est tellement simple et évidente qu'elle est comprise par le cerveau directement et c'est un super approfondisseur. Et il faut savoir que la base de la suggestion, c'est la répétition. Voilà, ça, c'est la base. Donc, c'est un peu pénible, mais c'est super efficace. Voilà. Après, un truc qui m'intéresserait d'appréhender, c'est l'approche qu'on a, et ça, Chloé, elle peut nous en parler, sur les Simpson protocoles. Parce qu'en fait, dans l'état Esdale, dans le transtuporeuse, alors la transtuporeuse profonde, chez Hellman, c'est ce qu'on appelle l'état Esdale, mais c'est le même état. Et la transsomnambulique chez Hellman, c'est la transsomnambulique chez Erickson, c'est-à-dire fonctionnement du sujet adapté à son environnement, mais les yeux ouverts et avec des réponses uniquement du subconscient. Et il y a une nana, donc Inès Simpson, là, au Canada, qui a beaucoup développé justement on avait fait la formation là, avec Chloé sur le Simpson protocole. Et ça, c'est intéressant. Moi, ce n'est pas un truc que j'utilise parce que c'est très thérapeutique, très hypnoanalyse, mais ça te permet de bosser en Esdale. Donc, si elle veut nous en parler, et je me tais. Oui, j'avais fait la formation du Simpson Protocol il y a quelques temps. Et Inès Simpson, en fait, elle utilise d'abord l'état Esdale et après, elle élève l'inconscient, ce qu'elle appelle, elle, le super conscious mind. Et
Et en même temps, ça mêle pas mal de choses. Elle utilise aussi beaucoup la suggestion directe avec le signaling qu'elle installe. Une fois d'abord, elle fait le S-Dale et ensuite, elle élève le Super Conscious Mind et elle installe son signaling et après, elle pose des questions à l'inconscient. Est-ce qu'il y a des choses à libérer? Oui, non. Vas-y, fais-le. Et voilà, ça se fait. Est-ce que c'est au niveau des croyances? Est-ce que c'est au niveau psychologique, physique? L'inconscient répond oui, non. Et après, elle dit juste, elle dit, je vais compter jusqu'à 3, j'appuie sur l'épaule et ça va se faire. Et elle ne sait même pas, en fait, la personne ne parle pas forcément. Après, des fois, elle la fait de temps en temps parler quand elle a besoin de faire une régression, de faire revivre l'état. Mais sinon, une fois qu'elle est dans cet état-là, elle demande juste à l'inconscient de faire le travail qu'il a à faire. Voilà. Et c'est vrai que moi, je ne l'utilise pas complètement comme elle le fait parce qu'il y a beaucoup… elle a une dimension aussi très spirituelle. Et j'ai l'impression en tout cas, toutes les démos que j'ai vues, c'est des gens qui sont très entraînés. Donc, elle n'a pas besoin de les guider beaucoup. Elle leur dit simplement, tu vas en S-Dale, tu vas dans le super conscious, tu vas dans le supernatural, dans la lumière céleste, etc. Bon, la personne le fait toute seule. Moi, ça ne me parle pas trop. Mais par contre, des fois, j'utilise l'état S-Dale et puis ensuite l'élévation du Super Conscious Mind. Je pose des questions à l'inconscient avec le signaling et je lui dis de faire les choses sans que je sache même de quoi il s'agit, mais d'envoyer un signal à la personne dans son corps, que ça soit physique, que ça soit une image mentale, quelque chose qui montre à la personne que le travail se fait. Parfois, ça peut être un rire, des pleurs. Et honnêtement, dans 98% des cas, ça se fait. Je ne sais pas comment, ce qui se passe exactement, mais la personne ressent quelque chose dans son corps et elle a l'impression d'être libérée de ça, de la problématique. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Bon, c'est intéressant à suivre. Juste pour préciser, en fait, alors, pour expliquer à tout le monde ce qu'est l'état S-Dale. Donc, l'état S-Dale, c'est quand on descend vraiment le patient très bas. Ralentissement psychologique et physiologique. En fait, on fait une induction. Et puis après, on approfondit, etc., en mêlant des suggestions de détente, etc., ou de sommeil profond, ou de machin, où je prends le bras, quand il retombe, vous allez 10 fois plus bas, etc., etc. Pour valider l'état S-Dale, alors ça, c'est hyper allemanien, mais je reviens un peu dessus parce que c'est très intéressant parce qu'il y a quand même des constantes physiologiques qui sont très identifiables et qui différencient de la transe profonde somnambulique. Pour valider l'état S-Dale, déjà, il faut vérifier la respiration de son patient et voir qu'il soit à peu près à 10-12 par minute. Si on veut aller plus bas, il y a aussi de la transe profonde hellmanienne qu'on appelle l'hypnosleep, l'hypnose rattachée au sommeil, on pourra en parler tout à l'heure. Là, on est à 5-6 respirations par minute. Donc, c'est vraiment le rythme de respiration quand on dort la nuit en sommeil profond. Les 4 tests pour valider qu'on a l'état S-Dale, en fait, le premier test, c'est une anesthésie spontanée sans suggestion. C'est-à-dire, on pince, voilà, on vérifie que le patient ne sent rien alors qu'on ne lui a fait aucune suggestion d'anesthésie. Le deuxième test, c'est une catalepsie des muscles mineurs. C'est-à-dire, on dit au patient, essayez d'ouvrir les yeux et on voit même pas qu'il essaye. C'est-à-dire, il n'a même pas ce réflexe qu'on voit dans la catalepsie terre où il essaie. Et après, essayer de bouger le bras et on voit qu'il ne veut pas bouger le bras. En fait, l'état S-Dale, pour l'avoir vécu, c'est un état en fait, de béatitude où on a débranché de tous les fils, le corps et l'esprit. Donc, on ne veut pas être emmerdé, en fait, tout simplement. Et donc, on ne veut pas trop bosser en général au niveau thérapeutique. Et après, dernier test, c'est la catatonie. Et la catatonie, pour l'expérimenter au quotidien au cabinet, c'est un phénomène très particulier qui n'a rien à voir avec je prends le bras, je fais une lévitation. La catatonie, c'est vraiment on prend le bras, on le met dans n'importe quelle position et il reste comme ça, ce qu'on appelle la statue de cire, quoi.
Et ça, c'est intéressant parce que physiologiquement, ça correspond à quelque chose, une catatonie musculaire. Et quand on a ces 4 tests dans cet ordre-là, pourquoi dans cet ordre-là? Parce qu'en fait, comme par hasard, c'est l'apparition des phénomènes hypnotiques dans le système hypnotique classique de Arons en sens inverse. À ce moment-là, on valide qu'on a bien un état S-Dale. Et dans cet état, en fait, historiquement, c'était un état qui était redouté par les hypnos de scène, parce qu'en fait, ils prenaient du public, ils les faisaient monter sur scène, et puis boum, il y en a un qui tombait dans un truc où on ne pouvait plus le réveiller. Il faisait des suggestions pour le réveiller, et puis évidemment, il ne faisait pas le spectacle, quoi. Et à la fin, l'hypnotiseur ne savait même pas comment le sortir de l'hypnose. Donc en fait, c'est cet état-là qu'on sait reproduire maintenant en hypnose profonde, mais qui est très particulier. Et après, ça a été exploité, notamment par Ines Simpson, où elle a rajouté tout simplement du signaling. Voilà. Mais ce qui est super intéressant dans ce que disait Chloé, c'est qu'en fait, et on revient à ce que disait Manu au tout début, c'est que tous ces états qui vont au-delà de l'S-Dial, au-delà de 2 transes stuporeuses et somnambuliques, il y a toujours une croyance. Soit c'est la croyance que le subconscient va faire le job tout seul, soit c'est la croyance qu'on fait de l'hypnose sèche et le présupposé c'est je vais t'amener en... Mais c'est déjà une suggestion en soi. Je vais t'amener en hypnose et c'est cet état lui-même qui va générer le changement. Ce que faisait beaucoup Léon Chertok dans les années 50, il faisait énormément d'hypnose sèche pour des problématiques très complexes, traumatisme, anorexie, machin, et il avait des super résultats, quoi. Mais le présupposé pour le patient, c'était on va aller dans cet état-là, ça va s'activer, etc. Et quand on étudie un petit peu les différences qui sont entre l'hyperampéria de Gibbons, l'ultra-depth de Sicor, Tramé, l'ultra-high de Jerry Kane, la croyance, c'est toujours que le subconscient, au bout d'un moment, il fait le job tout seul. Après, tu peux mêler ça à des référentiels de croyances spirituelles, ce que tu veux, etc. Mais le présupposé, c'est quand même, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se crée, qui se réorganise tout seul chez le sujet, parce que tu l'as tellement... Enfin, moi, l'idée que j'en ai, c'est que tu l'as tellement approfondi, que tu l'as rendu tellement suggestible, que son subconscient, il a pris de l'ampleur, il est prêt à bosser, et finalement, tu n'as pas forcément besoin d'alimenter il pédale tout seul, quoi. Par rapport à l'état SDEL, moi, je me rappelle d'une discussion avec c'était un magnétiseur où je sais pas trop ce qu'il faisait, qui me disait que l'état SDEL obtenu par suggestion, c'était pas le vrai état SDEL qui est normalement obtenu par magnétisme. Et je crois que l'origine du truc, alors tu me diras, Brice, parce que moi, au niveau histoire, je suis un peu perdu, mais il y avait aussi une peur des hypnotiseurs parce que c'est un état qui ressemble à la mort, en fait. Il y a effectivement une respiration qui est presque inexistante, enfin, très dure à percevoir. Il n'y a pas un mouvement, le visage, c'est une statue, et ça rappelle la rigidité cadavérique. Et pour les magnétiseurs, ce qui se passait, c'était que l'état SDL correspondait à une sortie de corps, que l'âme sortirait du corps et que donc il n'y avait plus rien. Bon, il semblerait que ce ne soit pas le cas, mais on peut comprendre les résistances des gens par rapport aux états profonds et aussi les résistances de l'opérateur par rapport à l'état profond. Moi, ce que j'ai remarqué, au-delà de l'état SDL, donc ce qu'on appelle les 6 corps, ultra-depths, c'est qu'après le relâchement musculaire, il y a le relâchement des organes, en fait. Et un des tests, tu dois le connaître, Brice, c'est d'enfoncer la main, je ne sais pas si on voit, comme ça dans l'estomac. Et au repos, il y a une certaine dureté. Et en ultra, la main rentre comme dans de l'eau, en fait. Il n'y a plus aucune tension dans les intestins, dans les estomacs. Comment ça se traduit au niveau thérapeutique, je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau de, comment dire, du relâchement, de l'apaisement pour la personne en sortie de séance, c'est extrêmement profond, c'est extrêmement convaincant. Voilà. Ce qui est étonnant quand je vous écoute, c'est que François Roustan dit un peu la même chose. Il laissait des silences de 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Il disait même qu'il suffisait parfois d'un geste, simplement s'asseoir et se lever. Sauf que lui, il ne faisait pas des transes profondes. Voilà.
Et sa croyance à lui, c'était aussi de laisser faire complètement, mais que quelque chose se mettait en place sans forcément avoir toutes les passes, toutes les machins. Je ne sais pas quoi en penser, mais… Il y a d'autres méthodes, hein. Comme ça, on a parlé du signaling avec le protocole Simpson. Il y a les méthodes de Rossi aussi. Il y a beaucoup de travail à l'aveugle avec très peu de suggestions. Le clean language qui nécessite beaucoup de questionnements, donc beaucoup d'interventions, mais généralement qui se conclut par de l'hypnose sèche. Il y a beaucoup de praticiens aujourd'hui qui avancent que tout ce qui ressemble à une suggestion, ça vient polluer le processus thérapeutique. Après, comment on le justifie, ça je ne sais pas. Mais… Alors, si Roustan ne faisait pas des trans profondes, il faisait les trans comment? Moi, j'ai toujours du mal avec l'idée d'une transe qui ne serait pas profonde, en fait. Souvent, il proposait aux patients de s'asseoir sur un fauteuil et de rester dans le silence. Et en fait, je me suis mal exprimé, c'est pas qu'il ne faisait pas des transes profondes, c'est que souvent, il proposait aux patients de rentrer lui-même dans sa transe qui serait profonde. Donc, au début, il faisait pas mal de confusion. Au début, il a fait pas mal de stages en hypnose ericksonienne et à la fin, il arrivait à dépouiller beaucoup sa façon de travailler. Et il arrivait peut-être au même résultat. J'ai jamais fait de truc avec lui, il est plus là pour nous le dire. Brice, tu voulais intervenir? Ouais, par rapport à ce que dit Richard, moi j'ai une copine hypno là, à Nice, Francine Samac, qui est Institut Milton Erickson à Nice, qui avait fait une séance avec Roustan. Et en fait, c'était un peu le pape de l'hypnose à une époque en France. Et en fait, tu arrivais, il disait, tu t'installais, il disait, allez-y. Il se taisait. Donc là, l'induction, tu vois, c'est simple, hein. Et c'était allez-y. Et en fait, c'était sa présence. Et c'est comme Erickson, hein. Erickson, il se mettait en transe et puis le patient, il était entraîné par la transe, hein. Ça, c'est des techniques aussi que tu retrouves chez Bandler, hein, de PNL, où tu te mets en transe et le patient, il te suit, hein. Ce qui est très intéressant dans tout ce qu'on a dit, moi, il y a deux choses. Une chose et qui va faire plaisir à Julie, c'est premièrement, pour moi, il y a deux idées reçues qu'il faut balayer. C'est qu'une induction rapide permet d'obtenir de la transe profonde et une induction classique permet d'obtenir de la transe profonde. Non, on s'aperçoit que la profondeur de transe, c'est lié à autre chose. Et à l'heure actuelle, où on voit fleurir plein de stages sur apprenez les inductions rapides, les machins, etc., l'induction rapide, c'est juste allez, vas-y, go, démarre ta transe, mais ce n'est pas ça qui va te donner de la profondeur d'entrée. Sauf chez certains virtuoses qui, d'entrée, 10-20% de la population vont très bas. Ça va être des super sujets d'hypnose de spectacle. Et des fois, on est les premiers épatés de voir qui développent à la première séance ou bien des patients bien entraînés. Et la deuxième idée fausse, c'est aussi la transe profonde, ça prend du temps. Souvent, on croit que c'est des trucs super longs, des heures. Non, si la transe profonde, si on sait créer les phénomènes hypnotiques, etc., faire le dialogue avec le subconscient, établir ça par la voix, par le signaling, ce qu'on veut, l'écriture automatique, etc., ça ne prend pas des heures, quoi. Après, par contre, il y a un facteur praticien et puis surtout un facteur sujet qui est énorme, quoi. Donc ça, c'est évident. Alors, juste un truc pour clarifier historiquement, en fait, ce qu'on appelle l'état Esdale, parce que c'est vachement intéressant. Esdale, c'est un chirurgien britannique au 19e siècle qui a été le premier à décrire justement pas loin de 2000 opérations sans anesthésie. Et en fait, lui, il ne pratiquait pas l'hypnose, ça n'existait pas, donc il pratiquait le mesmérisme, donc le magnétisme. Et il explique dans son bouquin sa technique. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le patient, il le magnétise, mais par contre, ensuite, il va être magnétisé pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire une semaine. Il a des aides opératoires qui magnétisent la personne pendant une semaine. Le test qu'il fait chez les femmes pour savoir s'il peut l'opérer, parce que c'est que de la chirurgie, hein. Mais donc du coup, chirurgie en hypnoanesthésie et surtout sans aucune suggestion d'anesthésie ou de lutte contre la douleur. C'est ça qui est intéressant aussi, quand on s'intéresse à l'hypnose et à la douleur. Le seul test qu'il faisait, pour les hommes, il pinçait les testicules et pour les femmes, il mordait les doigts de pied.
Si la personne ne réagissait pas, ben, il attaquait avec le bistouri. Et en fait, on sait maintenant que dans des transes prolongées comme ça, très profondes, très longues, on est dans des états qui ressemblent à, on va dire, des états d'anesthésie générale ou de sédation très poussée dans lequel le corps il a débranché toutes les fibres nerveuses et notamment les schémas de la douleur, premièrement. Et deuxièmement, l'intérêt qu'on voit surgir à l'heure actuelle de ces trans-là dans lesquelles il n'y a aucune suggestion quand tu as un patient qui a eu un trauma, quand tu as un patient qui a eu un burn-out, etc., c'est une régénération des processus au niveau cellulaire, au niveau neurologique, etc. En fait, tu refais fonction. C'est comme si tu refais un reboot du système. Et ça, c'est vachement intéressant. Et des patients qui ont des burn-out, plutôt que d'essayer de lutter au début contre la dépression, contre le machin, il vaut mieux leur faire des séances de transe profonde 2-3 heures, alors par contre d'affilée, hein, 1 ou 2 fois par semaine, pour régénérer tout simplement les processus physiologiques, aussi bien cérébraux que corporels. Et c'est là où c'est intéressant, parce que cette notion de transe profonde, autant la transe légère, ça touche toujours un peu à la tronche, au conscient, autant la transe profonde, tu touches au corps. Et ça, je trouve que c'est vachement pertinent. Et cet état Esdale, il a été décrit par Esdale, et puis après, il a été décrié, et puis après, il y a eu Braid, il y a eu l'apparition de l'hypnose, la suggestion, etc. Mais par contre, comme je disais, les hypnotiseurs de spectacle avaient la peur de retrouver cet état. Et eux, ils appelaient ça le coma hypnotique. Pourquoi? Parce que le patient qui allait dans cet état-là, non seulement il ne faisait pas le spectacle, mais il ne se réveillait pas. Et quand un patient est dans cet état-là, il est tellement bien, il a débranché le corps et l'esprit, que du coup, si tu lui fais la suggestion de réveil, d'émerge, etc., même un peu vigoureuse, il ne revient pas. Et eux, le problème, c'est quand ils faisaient leur spectacle, ben, il y avait un mec non seulement qui ne jouait pas, mais en plus, à la fin du spectacle, il ne savait pas comment le ramener. Et en fait, le premier à avoir fait la jonction et à comprendre que ce qu'avait décrit Esdale et ce qu'avait décrit le coma hypnotique décrit par les hypnotiseurs de spectacle, ça a été Dave Hellman. Et il a montré comment provoquer l'état Esdale avec sa technique à lui de super approfondisseur et surtout comment sortir le sujet. Alors, au-delà de ça, ce qui est vachement intéressant, je trouve, c'est cette approche qui est liée au corps. Et ça, je crois que ça parle un peu à tout le monde, quoi. C'est comme si, entre guillemets, les émotions, les traumatismes, etc., ce n'était pas que dans la tronche, mais c'est aussi évidemment véhiculé dans tout le corps. Et au plus on va toucher à des choses, à mon sens, sur la physiologie, au plus on a d'impact que ce soit de l'hypnose non verbale, verbale, etc., au plus on a d'impact sur le sujet pour résoudre sa problématique, quoi. Et ça, Brice, pour aller dans ton sens, c'est exactement le fondement de l'hypnothérapie, avec des neurosciences derrière, de dire parler le moins possible pour aller dans ce que disait Manu Winter, et vous branchez la personne sur les éléments clés en disant 2-3 mots et vous laissez le corps faire le reste. Qui on n'entend plus personne. Bon. Problème. Des questions? Est-ce qu'il n'y a pas plus de résistance du côté du praticien que du patient quand on parle d'hypnose profonde? Tu sais, moi, dès que je parle de suggestion de sommeil, déjà, tu as la moitié des hypnos, ils sont comme ça. De quoi tu me parles? Moi, je pense que les gens sont beaucoup plus suggestibles qu'on se l'imagine en tant qu'hypno, en fait. Et qu'en fin de compte, c'est assez accessible avec un peu d'entraînement pour la plupart des gens, hein, ce genre d'expérience. Mais je crois que les hypnos ont peur de faire de l'hypnose, en fait. Ça parle à quelqu'un, ce que je dis, ou je suis à côté? Moi, je pense que dans de nombreuses formations, on te dit qu'il ne faut plus utiliser le mot sommeil. Ouais. J'allais dire, va des rétro-satanas, il ne faut pas parler de sommeil.
Enfin, moi, en tous les cas, moi, les premières formations que j'ai eues, ça a été comme ça. On ne parle pas de sommeil. Il ne faut surtout pas en parler. Par contre, quand on entend les Anglais, même si je suis pas anglophone, le mot sleep, il a déjà une sonorité particulière et il est utilisé fréquemment. Il est utilisé fréquemment, non seulement pour provoquer la transe, mais pour l'approfondir. Voilà, donc il y a un rythme. En France, c'est vrai que moi, je suis moi aussi un petit peu comme Brice, j'avais fait beaucoup de recherches sur l'histoire et j'étais fortement marquée par ça. Et j'ai commencé à le réintroduire, moi, le mot sommeil, parce que je pense que comme tu disais tout à l'heure, les gens, il y a une mémoire corporelle, une mémoire de ce qu'on peut ressentir, des bienfaits qu'on peut ressentir, de l'apaisement qu'on peut ressentir. Et il suffit juste, dans le pré-talk, vraiment de poser les choses, que ce soit, et amener les gens progressivement à y aller, à les rassurer, surtout par rapport à tout ce qu'ils ont pu entendre aussi. Hein, parce qu'il y a quand même ce passif derrière. Hein, voilà. Mais c'est vrai qu'aussi, ça fait au départ, ce que tu disais, cet espace où il ne se passe rien, c'est quand même un peu au début perturbant. Hein. On se dit, est-ce que je dois parler, pas parler, quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'il va se passer quelque chose. C'est un travail qu'on doit faire en tant que hypno, je pense, à se discipliner pour se taire, hein, et à laisser faire le processus. Alors oui, quand je vous entends depuis tout à l'heure, moi je me dis que je suis très timide, très timorée en fait en hypnose. Parce que effectivement, d'abord, je pense que c'est pas mon outil principal en thérapie. Je travaille avec des patients qui ont des gros psychotraumatismes, quasiment que des victimes pour la majorité d'agressions sexuelles, d'attentats, voilà, donc des choses très lourdes et dans le corps et dans le psychisme. Et en même temps, par exemple, j'ai préparé une de mes patientes il n'y a pas très longtemps pour un procès aux assises. Et en fait, elle était, pendant toute l'agression pendant laquelle son mari est décédé, elle s'est sidérée, donc elle était paralysée. Et en fait, on a travaillé pour la préparation du procès à mettre son corps en mouvement. Donc, on a fait pas mal de lévitation sur des postures debout. Et en fait, ça lui a permis énormément de choses. Entre autres, ça lui a permis de placer ses mots à la barre. Elle m'en a fait un retour extrêmement précis avec effectivement un vécu corporel qu'elle avait pu avoir en thérapie, qu'elle a pu reproduire en fait. Mais alors, on l'avait répété. Et en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'utilise assez rarement les phénomènes hypnotiques, moi. Et là, pour le coup, on les avait utilisés énormément. Et en fait, c'est ça qui lui a servi quand elle a dû témoigner. Donc, parce que c'était des mouvements hypnotiques qui étaient à l'inverse de la sidération dans laquelle elle s'était trouvée lors de l'agression. Du coup, c'était quand même très intéressant. Elle m'a dit ce qui m'a vraiment servi, c'est la posture corporelle. Mais je pense que j'ose pas du tout amener mes patients dans des choses qu'ils pourraient trouver extrêmement bizarres. Peut-être parce que je bosse en psychiatrie conventionnelle depuis longtemps. Peut-être aussi parce que j'ai pas expérimenté encore suffisamment de choses. Peut-être que ce que tu fais, ça fonctionne et ça suffit. Alors ça, c'est vrai aussi, mais c'est vrai aussi que je suis formée pour travailler le trauma en exposition. Et du coup, effectivement, on reprend ce qu'ils ont vu à ce moment-là, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont ressenti, les émotions qu'ils ont vécues à ce moment-là. Et du coup, j'ai besoin de communiquer en fait avec mes patients. J'ai besoin qu'ils me répondent, qu'ils me parlent, qu'ils communiquent aussi avec la part de conscient. Donc, mais je pense que dans certaines problématiques, je pourrais peut-être travailler un peu différemment. Moi, je pense qu'il n'y a pas un standard de transe sur laquelle on va travailler idéalement, mais l'hypnose, c'est un spectre. Ça va depuis le conversationnel clean language
très conscient jusqu'à l'hypnose profonde. Qu'est-ce qui est utile pour la personne à ce moment-là, en fait? Je sais que pour des victimes de trauma, on a plutôt intérêt à utiliser des techniques de mise à distance, double dissociation, ce genre de choses, parce que sinon, ça peut... Moi, je ne lâcherais pas une victime de viol en ultra comme ça, sans travail préparatoire. Sinon, tu es tranquille, ça explose. Je l'ai fait. Hein. Pour voir, je ne le referai pas. Oui. Non. Il y a un gros risque de décompensation. Hein. Bah, tu te retrouves avec une personne qui est prostrée chez toi, qui va passer la journée chez toi. Voilà. C'est pas génial. Non. Moi, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que un des points les plus importants, les points clés de tous, c'est la posture. Ça va être la posture du thérapeute, c'est-à-dire sa conviction à lui que ce qu'il fait correspond à ce qui est bien, sa conviction à lui que ce qu'il fait, il le fait bien. Comme on le disait tout à l'heure par rapport à Roustan, qui lui dit asseyez-vous, et puis il est convaincu que ça va fonctionner, que ça soit la méthode A, B ou C. C'est vraiment le truc à travailler, quoi. C'est sa posture personnelle, sa confiance en soi. Point. On peut toujours avoir à l'esprit aussi la définition de c'était Hellman qui disait le thérapeute, c'est le dream pilot, c'est-à-dire en fait toute hypnose, c'est une auto-hypnose. Ça, on le sait pertinemment. Et la personne, elle est juste là pour guider le rêve. Et ce qui est vachement intéressant, moi, quand je parle de l'hypnose, ça va être jamais d'un point de vue théorique, mais toujours d'un point de vue pratique, parce que point de vue théorique, on peut être d'accord, pas d'accord, etc. D'un point de vue pratique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous nos pratiques. Elles sont toutes différentes. Et ce qui me semble pertinent, c'est de pouvoir les confronter pour savoir comment, concrètement, on pourrait obtenir. Moi, l'idée que j'ai, c'est toujours, quand j'ai un patient, d'aller le plus vite, le plus loin et le plus bas possible. Pourquoi? Parce qu'après, moi, je vais être concentré sur un geste technique qui va être opératoire, qui va être médical, etc. Ça ne va pas être dans un cadre, donc ça c'est dans un cadre, on va dire, dentaire pur, hein, c'est-à-dire pas hypnothérapeutique, mais le but c'est d'aller le plus vite, le plus loin, le plus bas possible. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi comment vous faites, vous feriez pour obtenir de la transe profonde. Qu'on puisse confronter nos façons vraiment d'un point de vue très pratique, tu vois. Donc, je ne sais pas, Manu, toi, par exemple, tu as un patient lambda qui vient. Tu lui fais faire quoi? Un mouvement de catalepsie Déjà, il y a un cadre de durée chez moi qui est de 2 heures en général. C'est annoncé. Et déjà, oui, la personne a besoin d'être écoutée avant tout. Donc, on va parler pendant 3/4 d'heure, parfois 1 heure. La personne va dire ce qui lui passe un peu par la tête. Je vais relancer avec des questions. Ça, c'est important parce que c'est ce qui permet aussi de faire de l'hypnose sèche. C'est-à-dire que le plus gros des suggestions, ça a déjà été formulé par la personne, quoi. Sinon, les paupières d'Hellman, ça marche bien. Si je vois que la personne commence à avoir un peu les yeux qui papillonnent avant de rentrer dans l'hypnose. Une personne qui parle beaucoup avec les mains, je vais utiliser les mains. Une personne qui est plutôt statique, je vais plutôt travailler sur la catalepsie généralisée. Une personne qui a tendance à beaucoup parler, je vais plutôt passer par la discussion en transe, etc., quoi. Et en fait, moi, je trouve que vraiment ce qui fonctionne pour l'hypnose profonde, c'est de monter une séquence, de faire une interruption de séquence et de recommencer. C'est-à-dire, imaginez un escalier, vous arrivez en bas de l'escalier, après, il y a un endroit agréable. Derrière l'endroit agréable, il y a je ne sais pas quoi, il y a une lévitation de la main. Après la lévitation de la main, il y a une lourdeur du corps. Après la lourdeur du corps, il y a une amnésie. Et après, il y a le sommeil. Et de ne jamais, de ne jamais laisser la personne livrer elle-même dans le chemin vers la transe, quoi. Moi, je fais comme ça. Voilà. Avec beaucoup de ralentissement dans la voix, avec la voix d'hypnotiseur complètement surjoué en fait. Hein. Quand ça se termine, je parle comme ça. Enfin voilà, c'est exagéré
mais dans le feu de l'action, ça passe. Je marche beaucoup dans la pièce aussi. Je tourne autour de la personne. Je me déplace, je vais à l'autre bout de la pièce, je vais de l'autre côté, j'ouvre la fenêtre, je vais fermer une porte. Des fois, je vais me faire un café, je reviens pour perturber la personne au niveau de ses repères, en fait. Voilà. Le toucher, c'est moins d'actualité depuis un an, donc moins de toucher, moins de distance. J'ai remarqué qu'une distance très courte favorise le rapport, favorise l'entrée en transe aussi. Si tu es à 3 mètres de la personne, tu n'as pas la même qualité de transe que quand tu es vraiment à côté. Et depuis un mois environ, je travaille en transe. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai un pendule, je ne sais pas où il est, et je me mets en transe partielle avec le pendule pour fasciner la personne par le regard, en fait. Voilà, en gros, une façon de faire. Okay. J'en fais pas très souvent, des trans profondes, en tout cas des hypnoses profondes. Quand je le fais, j'ai travaillé surtout avec le bouquin de Pank au début. Un peu comme toi finalement, après la discussion préliminaire, avec les objectifs, après tout ça, où il y a en effet beaucoup de suggestions qui passent déjà, en tout cas ça cadre, pour moi c'est ce qui cadre le travail qui va venir après. 9 fois sur 10, je vais commencer par une induction d'Hellman, parce qu'elle est très simple, très rapide, on va très loin, elle comprend, elle est super bien cadrée cette induction, elle comprend tout, elle a les tests, elle a les convinceurs, elle a absolument tout. Et puis après, j'enchaîne les approfondissements. Les approfondissements les plus simples possibles. Très souvent, c'est du décompte, hein, tout simplement du décompte. Parfois un escalier, mais je l'abandonne de plus en plus, comme toi, Brice, parce qu'on est obligé de préciser. Ça peut être un escalier qui monte, qui descend, il peut être large. Tu ne sais pas si la personne a peur des escaliers, si elle est déjà tombée, ça va la ramener ailleurs. Donc, j'élimine de plus en plus de choses comme ça. Je me rends compte que plus je fais des suggestions simples, et plus c'est facile pour la personne et pour moi aussi. Donc, tant qu'à faire, autant continuer comme ça. Par contre, ce que je fais sur les approfondissements, c'est qu'avant de faire l'approfondissement, je vais trouver un moyen de répéter plusieurs fois à la personne ce que j'attends d'elle pendant l'approfondissement, ou en tout cas ce que j'attends qu'il se passe, ce que j'attends que son corps fasse, que son subconscient, inconscient fasse. Et je me suis rendu compte que plus je le répète, c'est une forme de suggestion aussi, hein, clairement, plus je vais répéter ça, plus l'approfondissement va amener la personne plus loin, beaucoup plus facilement. Donc, sur le moment, alors là, je ne le sortirai pas comme ça, parce que je ne sais pas exactement ce que je dis, mais je vais trouver un moyen de répéter 2-3 fois ce que j'attends de la personne avant de faire l'approfondissement. Pour quelque chose de très simple, c'est je vais décompter de 10 à 1, à chaque chiffre, le corps va doubler l'état de relaxation physique et mentale, si je le dis comme ça. Mais je dis, je ne sais plus comment je le sors, parce que quand je ne suis pas dedans, c'est vrai que ça ne sort pas comme ça, mais ouais, voilà, je vais répéter à chaque fois, OK, ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour aider votre corps à aller encore plus loin, ou pour s'endormir encore plus, parce que depuis qu'on a discuté, Manu, j'utilise beaucoup plus aussi cette suggestion de dormir. Et pour ça, c'est très simple. Je vais décompter de 10 à 1 à chaque chiffre, votre corps il va faire ça. Je vais commencer dans quelques instants. Vous allez voir comment vous allez pouvoir descendre encore plus à chaque chiffre, de 10 à 1. OK, et je répète une dernière fois, et après, je fais le décompte. Et puis, j'enchaîne les approfondissements très, très simples. Alors, c'est sûrement une croyance, vous me direz si vous avez la même ou pas, que plus la personne va être profondément en transe, plus il faut que les suggestions soient simples pour qu'elle ne se complique pas la vie, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Il faut que ça reste simple. Plus la personne est en transe et plus elle a du mal à capter ce qu'on lui dit. C'est pour ça que faire des métaphores en transe profonde, je vois pas trop l'intérêt. Non, je fais plus non plus. J'ai fait. Je fais plus. Je fais le plus simple possible.
Oui, Juste un truc que disait Hormone McGill et que j'avais négligé tellement c'est simple mais c'est efficace. Il disait parler à l'inconscient du sujet comme à un ami. C'est-à-dire en attendant en lui expliquant ce que vous attendez de lui. Et moi, souvent, je le fais de façon très littérale. Par exemple, je vais dire, voilà, vous n'allez pas être ici sur le fauteuil ou vous n'avez pas envie de vous faire opérer des dents de sagesse, j'en sais rien. Ben, écoutez, je vais vous offrir un moment où vous allez pouvoir être tellement détendu que finalement, ça ne vous dérangera pas. Et si vous êtes d'accord, ben, vous allez pouvoir vous laisser guider. Et voilà. Et en fait, je lui explique de façon littérale ce que j'attends de lui. Alors, ça crée évidemment de la suggestion, de l'anticipation, etc. Et après, souvent, à mes élèves, je leur dis, quand vous faites de la suggestion, rappelez-vous toujours l'acronyme SPIDERS. Alors, c'est facile. Une suggestion, ça doit être simple. Donc, toujours simple. Très courte, hein, simple, pas des grandes phrases. Positive, I comme imagé, D comme direct, E comme émotionnel, R comme répétitive et S comme lié à des sensations ou quelque chose de lié au corps, des sensations. Et en fait, rien qu'en reprenant ça, tu peux inventer plein de suggestions. R, c'est répétition, donc simple, positive, imagée, directe, émotionnelle, répétitive et liée aux sensations. Et en fait, au plus tu vas faire compliqué, au plus tu vas ramener de l'esprit critique, du conscient, qui va dire, ah ouais, mais alors est-ce que finalement, c'est pas peut-être plus lourd, plus léger? Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. Au plus tu dis, la main s'engourdit, je compte jusqu'à 3 une première fois. C'est des techniques, en fait, il y a vraiment beaucoup de techniques de répétition, du compounding, etc. Et il ne faut pas hésiter à faire des choses très simples et comprises littéralement. Et comme si vraiment, c'est toujours l'idée que j'ai, c'est-à-dire je m'adresse comme si je parlais à un ami en attendant, en lui expliquant ce que j'attends de lui. Voilà. Et ça peut marcher très bien en hypnose thérapeutique. Hein. C'est-à-dire, je vais vous donner des suggestions et ce sont ces suggestions qui vont vous permettre de générer le changement. Et ça va être comme des petites graines qu'on plante et vous allez voir, ça va germer et vous n'allez peut-être pas demain, mais peut-être dans un mois, etc. Tu vois. Et il y a vraiment cette idée du rapport simple, direct et aussi, alors ça, c'est une technique d'approfondissement. La voix aussi, tu peux la ralentir. Mais après aussi, une technique qui permet d'avoir un très bon rapport, c'est de garder toujours la même voix. Juste peut-être une rupture au niveau du rythme, mais pas. Moi, je sais que j'ai jamais la voix grave, monotone, lente, etc. J'ai toujours la même voix. Par contre, comme elle va être saccadée parce que les suggestions vont être plus courtes par rapport à une phrase élaborée, c'est juste le rythme. Mais ça, je crois que c'est tellement très subjectif et que tout marche, entre guillemets. Mais j'ai quand même l'idée qu'au plus tu fais de techniques de langage en transe profonde, au plus ça ramène du conscient et au plus c'est pas bon, quoi. Et au plus tu fais simple, direct, littéral, au plus tu as la réponse, qu'elle soit motrice ou qu'elle soit psychologique, rapide, quoi. C'est très bien parce que tu résumes de façon très claire. Ça impacte bien les principes fondamentaux. Pour enchaîner sur ce qui vient d'être dit, en ce qui me concerne, je travaille un petit peu comme Manu ou Jérémy. Ce que je pense aussi rajouter souvent, c'est les onomatopées. Je sais que tu les utilises aussi, qui sont associés à des mots que j'utilise de façon répétitive. Par exemple, ça peut être sommeil, ça peut être détente ou détendu. Et c'est vrai aussi que j'utilisais beaucoup des ancrages corporels aussi, toujours au même endroit, qui suggèrent un approfondissement. Voilà. Les onomatopées beaucoup qui sont associées, ça peut être des choses comme ça, et voilà, et des ancrages corporels sur l'épaule ou voilà, comme tu disais que toi, Manu, tu avais laissé tomber un peu, ou tu faisais de moins en moins. Voilà, c'est ça. Hein, c'est vrai. Mais je le fais avec les gants. Hein. Voilà. Mais ça fait partie des choses. Ah, j'ai une fenêtre qui s'affiche là. Ça fait partie des choses qui ont été abandonnées plus ou moins avec l'hypnose ericksonienne, où je crois on a voulu mettre le focus sur ce qui se trouvait que chez Erickson et tout ce qui ressemble à des suggestions directes, à des répétitions, dès que c'est simple, dès qu'il y a du toucher, des choses comme ça. Moi, je pense que vraiment, il y a une peur de faire des suggestions. Une peur de, je ne sais pas si c'est une peur de l'échec ou de quoi, mais c'est assez simple. C'est drôlement efficace. Ouais. Non, mais c'est assez simple d'emmener une personne en transe, en fait.
Après, de faire de la thérapie, c'est autre chose, mais normalement, ça ne devrait pas nécessiter des heures d'explication avant de mettre quelqu'un en hypnose. Normalement. Moi, je peux vous parler d'une façon un peu différente. Et c'est souvent ce que je fais au premier rendez-vous, moi d'ailleurs. Et je suis étonné, il y a des gens qui partent assez vite, assez loin. Donc, je leur propose toujours, hein, mais ils disent toujours oui, de mettre une main sur le front et une main sur l'arrière de la nuque. Donc, s'ils sont d'accord, je leur explique tout le processus avant de commencer. Hein. Voilà. Et donc, je dis voilà, dans quelques instants, je ferai ça. Si vous êtes d'accord, je vous demanderai de fermer les yeux et de ne rien faire. Un peu à la Gaston Brosseau. OK. Et juste après ça, vous rouvrirez les yeux. Ça sera déjà pas facile pour vous, vous verrez. Parce que déjà là, sans rien faire, vous vous rendrez compte qu'il se passe pas mal de choses dans votre corps. Et je vous proposerai de regarder donc soit la main en l'air, soit la main posée, fixer un point sur votre main. Donc quand je vous demande de fixer un point, ce n'est pas à droite à gauche, c'est vraiment fixer un point. Et vous ne ferez rien d'autre que de fixer le point, et puis on verra à quel moment il y a un petit doigt qui va se lever ou un petit mouvement du latéral du poignet. Parfois il est vers le haut, mais on ne sait pas. Parfois il n'y a même rien du tout. Ce qui m'intéresse, c'est que vous me direz si c'est OK, vous me direz flou quand c'est OK, quand c'est flou. Ça peut être en vision centrale, ça peut être en vision périphérique. Parfois, il y a des changements de couleur, c'est rigolo. Et puis, une fois que ce sera le cas, qu'on aura discuté, on peut parler comme ça. Par contre, ce qui est important, c'est de vraiment bien forcer les yeux à regarder ce point. Et bien à ce moment-là, je vous inviterai à laisser vos yeux fermés et à faire la même chose avec l'autre main. Mais cette fois-ci, les yeux fermés, vous observerez avec vos yeux de l'intérieur si les doigts bougent de la même façon ou si le poignet bouge, etc. D'accord avec ça, donc oui, ok. Donc déjà, comme je parle beaucoup de neurosciences avant, je leur demande quelle est la main directeur pour leur cerveau. Alors, généralement, le gaucher il me dit la main gauche, le droitier la main droite. Donc, je leur fais le petit test de la vue avec la fenêtre, en fermant les yeux, etc., quel est l'œil directeur pour le cerveau. Et c'est la main qu'on m'a utilisée. Donc, ok, vous êtes prêts? Oui. Donc, un petit S7, et j'y vais. Donc, je me lève à côté d'eux, je mets cette main-là. Chose étonnante, j'ai eu 0 refus depuis 18 mois. Et même avec des gens avec qui il y a un masque, pour eux, le masque, ça va, mais ça, il n'y a aucun souci. Donc, en faisant comme ça, je fais un léger revolving. Je fais un léger revolving, doucement. D'ailleurs, c'est une technique que j'utilise pour les parents en donnant en auto-hypnose pour les enfants. Mais j'en parlerai si un jour je parle d'hypnothérapie. Et ça dure 2 minutes, 3 minutes. C'est assez rapide. Je leur demande de ne rien faire, absolument rien faire. Je les focalise sur, en faisant rien. Vous n'êtes même pas obligé d'écouter ma voix. Et puis, vous sentez, je sais pas moi, l'assise du fauteuil sous vos fessiers, les machins, les trucs. Et puis évidemment, je sais pas moi, la voûte plantaire. C'est curieux de savoir quand ils font rien. Et je les mets comme ça. Au bout d'un moment, je leur demande d'ouvrir les yeux. Donc, quand ils sont bien, je finis toujours par leur disant que, sans rien faire, le corps, il parle. Hein. On sent des tas de choses. Bref. Et puis ensuite, la main. Voilà, donc ils rouvrent les yeux et je fixe le poing sur la main, puis j'attends. Toutes les 30 secondes, 40 secondes, je leur propose de dire bien sûr, les yeux sont libres de cligner si on a besoin de cligner. Hein. On ne fait rien d'autre que, ça peut durer 40 secondes, ça peut durer 3 minutes. Voilà. Puis au bout d'un moment, il se passe ce qui se passe, hein, ça devient flou, ça bouge un peu, machin, super. Je fais un décompte, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et la même chose. Et à ce moment-là, je fais exactement comme Manu, je me lève. Et je leur parle après de l'oreille droite, et je peux l'oreille gauche. Et c'est étonnant de savoir que comme ça, quand on a les mains en l'air, on peut se sentir en sécurité alors qu'ils m'entendent parler à droite, à gauche. Et en général, à ce moment-là, je commence à bouger un petit fauteuil que j'ai devant. Et je leur dis qu'ils peuvent se jouer n'importe quelle mélodie en eux. Ça les aide à descendre. Et plus ils ont les mains qui flottent, plus ils descendent. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas quelle est la mélodie qui se joue en eux, mais ils peuvent descendre dessus. Et à ce moment-là, je sors 3 bols tibétains. Et au mot mélodie, parce que j'ai été, en fait, là je parle beaucoup, mais j'ai été très très silencieux. Hein. Je tape doucement sur 3 bols, ce qui fait, ou des cloches, hein, ce qui fait une espèce de saturation sur un autre sens. Et généralement, putain, on voit physiquement un truc comme ça, ce qui a un effet de surprise. Comme je leur ai dit qu'avant j'avais bougé, et que le corps se sentait en sécurité, même s'ils m'entendent bouger à droite, à gauche, rafuquer, etc.
et j'attends un tout petit peu. Et là, à ce moment-là, je fais une petite phrase de confusion et je commence et je ne leur parle plus à eux, je leur ai expliqué avant, mais je parle à leur corps et je vais demander au corps de réagir. Et ça prend en tout entre 5 minutes et 10 minutes, plutôt 10 minutes. Et je suis assez étonné de voir que ça donne souvent des résultats très puissants. Et c'est tout con. Hein. Enfin, ça me paraît vraiment le millionième de ce que vous faites. Et je vous invite à tester. Technique pratique très très simple que j'utilise beaucoup. Alors moi, bon, je suis très hellmanien, on va dire, donc je vais faire l'induction d'Hellman. Et je vous invite à écouter surtout l'induction d'Hellman dans la version originale d'Hellman, parce qu'elle a toujours été très très mal traduite en française, très très longue, alors qu'à faire réellement, elle prend 1 minute. Et on obtient des stades d'hypnose profonds en 1 minute dans 90% des cas, je trouve. Ensuite, ce que je vais beaucoup utiliser aussi, des fois en première séance ou des fois en technique de réinduction, séance d'après, etc. Et que j'aime bien parce que c'est vraiment adapté à une pratique, on va dire, médicale et en même temps assez esthétique comme induction. Je vais vous expliquer comment aller en hypnose. C'est très simple, je prends le bras. Donc, je suis face au patient, hein, c'est en mirroring, etc. Je prends le bras. Quand le bras est en l'air, vous fermez les paupières. Quand le bras est descendu, vous entrouvrez les paupières et vous pensez au sommeil profond. Fermé, sommeil profond. Fermé, sommeil profond. Tu fais ça 2-3 fois, tu as créé un fractionnement, plus de la suggestion sommeil profond, et tu l'interromps au bout de 3 avec le bras qui est en l'air. Tu dis, je bloque le poignet, le coude, l'épaule. Donc, le patient, il a les yeux fermés, son bras qui est comme ça. Et alors, par contre, c'est une technique très directive. Hein. C'est pas du tout, il n'y a pas de suggestion indirecte, etc. C'est vraiment de la répétition, du fractionnement. Et je prends le bras, tu donnes des instructions au patient. Le bras est en l'air, les paupières se ferment. Le bras est en bas, sommeil profond. Fermé, ouvert, fermé, ouvert. Et en fait, tu vas voir qu'au bout de 3 répétitions, donc le patient déjà, il ne suit plus en fait. Il commence à partir. Et à ce moment-là, tu dis, je bloque le bras, le poignet, le coude, l'épaule. Et après, tu as créé une catalepsie en fait. Et donc, tu fais tout simplement la suggestion, plus le bras flotte en l'air, plus vous allez profondément en hypnose. Ensuite, je dis, je compte jusqu'à 3. À 3, le bras redescend de plus en plus lourd, vous entraîne encore plus bas. Et là, très important, c'est un truc que j'avais appris chez Kruger en gynéco, tu dis pas, tu fais pas la lévitation en disant peut-être que vous allez sentir un doigt qui va bouger ou etc. Et le bras non, tu dis tandis que le bras droit descend, le bras gauche monte, tout simplement. Et en fait, le patient, le bras gauche, il monte. Alors, tu t'en fous si de la participation consciente, peu importe. Mais en fait, tu as fait la suggestion, tandis que l'un descend, l'autre monte. Tu ne dis pas va monter ou tu dis il monte, tout simplement. Tu ne dis pas il est léger, tu dis il monte. Et l'autre, il monte. Et après, là, tu peux encore re-enchaîner avec une technique de fractionnement, etc. Où le patient, en fait, il ouvre les yeux, il ferme les yeux, ses bras, ils bougent, etc. Ou même faire la technique que je vous ai expliqué d'amnésie, par exemple. Et là, en plus, c'est super pratique d'un point de vue opératoire parce que si tu veux faire une anesthésie, tu peux dire au patient, si tu aimes le globe anesthésia, tu peux transférer. Enfin, il y a plein de techniques qui peuvent s'échelonner là-dessus et s'impliquer là-dessus. Mais c'est une induction qui est intéressante parce qu'elle est simple, elle est pratique, elle est élégante, elle est très rapide et ça te met quelqu'un en transe en 10 secondes. Anthony Jacquin ou Freddy Jacquin l'avait reprise, il avait appelé ça le arm lift, machin. Mais en fait, c'est un vieux truc qui est connu. Moi, je l'avais lu chez Filiatre, cette induction avec le bras, etc. Et cette technique du fractionnement vient de Bernheim. Donc ça, c'est vraiment des vieux trucs, quoi. Et un jour, je vous parlerai de Hénin de Cuvillaers, qui est le fameux nom qu'on a donné au chapitre, au Virtual Chapter, parce que c'est un mec pareil qui avait démarré au XVIIIe siècle en inventant une induction où tu démarrais comme ça. Tu dis au patient, voilà, mettez la paume de la main en l'air, ok, fermez les yeux, sentez la paume de la main, et en fait, tu verras que si tu fais ça, comme tu as provoqué un phénomène hypnotique qui est une catalepsie du bras, ben en fait, les phénomènes hypnotiques sont une conséquence de la transe, mais ça c'est la définition première qu'on en a, mais surtout le plus intéressant, c'est que ce sont les phénomènes hypnotiques qui génèrent la transe. Donc quand tu crées une catalepsie, quand tu crées une lévitation, etc., tu crées de la transe tout simplement. Donc en démarrant même avec une catalepsie dite artificielle, c'est-à-dire forcée où tu as mis le bras en position, si tu attends comme ça quelques secondes, tu dis à la personne ferme les yeux, tu verras qu'elle est en transe directement, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des techniques. Tu as l'amnésie avec, par le patient lui-même. Hein, c'est-à-dire, tu lui dis, voilà, décomptez 10, 1 et vous oubliez le chiffre. Donc, tu le vois faire comme ça, etc. Tu vois les bras comme ça. Et puis, au bout d'un moment, le bras, il retombe. Et tu as eu ton amnésie validée en
chrono 3 minutes, quoi. Donc, c'est des techniques très, très simples. Et comme disait Richard, la transe, c'est un phénomène naturel, simple. Ou comme disait Manu, donc il faut rester dans des trucs à la fois psychologiques et physiologiques, c'est-à-dire à la fois suggestion du corps et de l'esprit. Et moi, toutes les techniques, par exemple, de conversationnelles, je ne les utilise pas parce que j'en vois pas l'intérêt. Je vais beaucoup plus vite, plus loin avec des techniques vraiment physiques. Et plein de techniques viennent du magnétisme aussi, hein. Enfin, que j'utilise, viennent de l'hypnose non verbale. Et ça, c'est vrai qu'on pourrait se faire un virtual chapter, un de ces quatre, sur ce sujet-là, tellement il y aurait des choses à dire sur l'hypnose non verbale et sur toutes les techniques, moi, que j'utilise, ce qu'on appelle en hypnose masquée, pour mettre des patients en transe. Ça, c'est un truc qui pourrait intéresser Laurent en médecine urgentiste. Souvent, quand tu vas faire un acte sur un patient, par exemple, n'importe quoi, genre mettre un instrument ou un truc intrusif ou invasif, tu observes que le patient il a des signes spontanés de transe. Alors moi, avant, je m'en rendais compte quand je mettais un miroir dans la bouche ou quand je commençais à faire une anesthésie ou quand j'approchais un instrument. Je voyais automatiquement, il avait une révulsion des paupières ou bien des battements de paupières ou bien etc. Ou une modification de la respiration qui était liée au stress, mais en fait, il était en transe négative. Et à ce moment-là, sans n'avoir pas fait de pré-talk ou n'importe quoi, ou parler de quoi que ce soit en hypnose, tu prends juste le bras, tu dis voilà, on va faire un petit exercice de relaxation pour vous détendre, et tu mets le bras en l'air, tu dis plus le bras flotte en l'air, plus vous allez profondément dans la détente, etc. Et en fait, instantanément, tu as la transe profonde qui s'installe. En fait, tu as provoqué un phénomène hypnotique qui a généré de la transe hypnotique. Et ça, c'est super pratique, super intéressant. Et surtout, alors là, tu as tout gagné parce que tu n'as pas fait le pré-talk, pas fait les tests, pas fait l'induction, etc. Et ça va très, 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 très vite. Alors, le seul truc, c'est que ce n'est pas éthique parce que tu n'as pas annoncé que tu faisais de l'hypnose. Donc, souvent, à la fin de la séance, je dis, bah, vous voyez, cet état de relaxation, en fait, c'est une technique qui vient de l'hypnose, etc. Et si ça vous intéresse, on pourra l'utiliser la prochaine fois, etc. Et c'est des trucs, des fois, tu as des patients qui ont des amnésies spontanées, enfin, vraiment de la transe profonde sans que tu aies forcé le truc. Hein, tu vois. Donc, cette technique-là, c'est super intéressant hein, parce que c'est, comme on disait, ça mêle toujours le corps, l'esprit et du coup, la suggestion est encore plus puissamment acceptée. Quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'on a fait le tour? Ou il y a encore des… J'ai petite question technique là, qui prend 2 minutes. Vous sortez comment vos clients de transprofonde? Vous les accompagnez? Vous les laissez faire? Vous faites entre les deux? Moi, je leur dis que ça va être difficile. Et je leur donne environ 5 minutes. Quoi. Je leur dis, voilà, pas trop vite, je sais que c'est difficile, voilà, faites un effort, etc. etc. En 5 minutes, ils reviennent. Hein. Bon, ils restent un peu dans les choux, mais simplement, en fait, hein, voilà. Préparez-vous. Voilà. Moi, le principe en hypnose opératoire, c'est alors souvent, c'est des hypnoses qui peuvent être courtes, entre guillemets, c'est-à-dire au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, ou des fois longues, 2 heures, voire 3 heures. Si c'est court, moins d'une heure de transe, mais avec quand même des phénomènes hypnotiques, donc de la transe profonde somnambulique, là, je fais de la suggestion directe. Dans un moment, je vais compter jusqu'à 5, vous allez revenir, vous sentirez merveilleusement bien, relâché, plein d'énergie pour toute la journée. À 1, vous avez une grande inspiration, vous ramenez de l'énergie dans le corps. À 2, vous bougez les pieds dans les bras, les mains, tout redevient normal. Je dis toujours tout redevient normal parce que j'ai fait beaucoup de phénomènes hypnotiques. Et ça m'arrivait d'avoir des patients qui revenaient et me disaient ouais, mais par contre, je ne peux plus bouger la main. Quoi. Ou bien le bras, il ne se décolle plus, quoi, tu vois. Quand tu as fait une catalepsie. Ou bien, non, mais c'est normal, hein, c'est le phénomène hypnotique, il est vécu dans le corps. Hein. Et donc, je dis tout redevient normal, vous ramenez de la conscience dans le corps, vous rebougez, tout redevient normal. Troisièmement, vous ramenez votre esprit ici maintenant, dans le temps et dans l'espace. Quatrièmement, en prenant tout le temps nécessaire, quand vous vous sentez prêt, vous ouvrez les yeux. Cinquièmement, là, change de ton de voix un peu plus dynamique, vous êtes là, comment vous vous sentez, etc. Ça, c'est suggestion directe
émerge rapide. Suggestion indirecte pour de l'émerge plus long, si le patient, par exemple, il va passer 2 heures, 3 heures en chirurgie ou sur le fauteuil, à ce moment-là, je lui dis, je fais la même chose, mais je lui dis à l'avance. Je lui dis, dans un moment, à votre rythme, comme un petit bouchon qui remonte à la surface, vous allez pouvoir revenir, vous vous sentirez merveilleusement bien, etc. Et dans votre tête, vous allez compter, vous allez dire, à 1, je vais bouger mes pieds, mes bras, mes mains, etc. Enfin, à 1, je vais prendre une grande inspiration, ramener de l'énergie, etc. Et j'attends. Et des fois, il y a un phénomène délai de 3, 4, 5 minutes avant qu'il commence à respirer, etc. Aussi, il y a un phénomène aussi de distorsion du temps aussi. Des fois, le patient te dit, j'ai entendu la suggestion, mais le temps d'y répondre, toi, ça t'a pris 3 minutes, tu vois, ou 3, 4 minutes avant qu'il réponde à la suggestion. Et après, donc ça, tu lui fais le même truc, et au moment où tu sens qu'il prend la grande inspiration, tu l'accompagnes. Tu dis, voilà, grande inspiration, etc. Tu vois qu'il bouge les pieds et les mains et vous bougez les pieds. Enfin, tu rajoutes de la suggestion pour… et surtout être très, très énergique, dynamique. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des patients qui revenaient et qui revenaient ensuite, qui ne savaient plus écrire un chèque, qui revenaient au cabinet parce qu'ils ne savaient plus où ils avaient garé leur bagnole, qui revenaient… Enfin, tu vois, des trucs, tu sens que le patient, il n'est pas réassocié, quoi. Voilà. Donc, à ce moment-là, où ça m'est arrivé, où des fois, tu sais, tu as ce qu'on appelle l'hypnosis hangover, c'est-à-dire l'emprise hypnotique. Il est revenu, mais tu sens qu'il est waouh, il est encore parti. Donc là, tu le replonges. Et là, tu refais une réinduction rapide. Et là, tu reprends plus de temps. Si tu vois qu'il est trop dans le pâté, qu'il n'est pas apte à conduire, repartir, parler, comprendre comment il s'appelle, là, c'est pas bon. Voilà. Et après, troisième cas de figure, et ça m'arrive une fois par an, c'est le patient qui ne revient pas. Alors, est-ce que c'est arrivé, Manu, ou pas? Moi, ça m'arrive. Ou Gilles, ouais. Moi, ça Tu fais ça, suggestion directe, indirecte, machin, etc. Et il ne revient pas. Et j'ai des vidéos où pendant 20 minutes, on essaie de le ramener, etc. Et, ça m'est arrivé il y a très longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années comme ça. J'avais été obligée de… J'ai essayé je ne sais pas combien de stratagèmes pour essayer. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai fait du bruit, et la personne ne revenait pas. Hein. C'était assez angoissant quand même. Hein. Et il a fallu énormément de temps. Et la personne, quand elle est revenue, elle m'a dit, je vous entendais de très très loin, mais j'avais l'impression d'avoir des kilomètres à parcourir pour pouvoir revenir. Voilà, c'est impressionnant quand même. Ouais. Alors, dans ces cas-là, moi, ça m'est arrivé et il y avait 3 stratégies élaborées. La première stratégie, c'était la stratégie d'Hellman qui disait « Je sais que vous êtes super bien, c'est la béatitude, vous n'avez pas envie de revenir, etc. etc., etc. Et vous allez revenir maintenant parce que je vous le demande. Sinon, je ne vous remettrai plus jamais en hypnose. Et vous ne remettrez plus jamais cet état-là. » Alors ça, je n'ai jamais essayé. Deuxième stratégie, c'était celle d'Erickson qui disait aux patients, vous allez avoir une envie très d'aller aux toilettes. Et ça marche. Hein. Et la troisième technique, alors très à l'américaine, à la Jerry Kine, disait, OK, vous pouvez rester 8 heures. De toute façon, c'est $200 de l'heure. Donc, c'est facturé. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez, etc. Donc, voilà. Moi, ça m'est arrivé une fois, je l'ai filmé parce que toutes les hypnoses, elles sont filmées au cabinet. Et je crois qu'en chrono, on doit être 20 minutes. Parce qu'avec mon assistante, à faire des suggestions pour respirer, bouger les bras, les machins. Et la patiente ne bouge pas. Ouais. Donc, de toute façon… Ou après, ça m'est arrivé, mais sens inverse, et ça, on n'a pas abordé ce soir, mais on en reparlera à l'occasion sur l'hypnose zédmayenne, l'hypnose liée au sommeil. Moi, ça m'est arrivé, des patients qui arrivent en fin de semaine, tu fais l'hypnose, et en fait, non, ils ne font pas l'hypnose, ils font dodo, quoi. Donc, ça marche aussi, hein, les suggestions, mais ce n'est pas pareil, quoi. Ouais. Et quand tu dois bosser, là, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On s'arrête? On est bien là? Non, on est dans les temps. On avait dit 2 heures maxi. Bon, c'était bien cool. Merci pour votre participation à tous. C'était chouette. Alors, le prochain, on n'en fait pas au mois d'août parce que vacances. Donc, on se revoit en septembre. On était 2, 4, 6, 8 ce soir. On est un groupe de… Officiellement, je ne sais pas combien. Je pense que normalement, on doit être plus du double. Hein. Après, je sais qu'il y en avait qui ne pouvaient pas venir ce soir. Bon, chacun fait un peu comme il peut, hein, ou comme il veut, peu importe. Mais l'idée, moi, je vais envoyer le récap à tout le monde. Et il faudrait qu'on trouve une thématique. Alors, qui est-ce qui… On est 19 officiellement.
aux participants. Voilà. Donc, 19. Si on est à chaque fois la moitié, une dizaine, c'est correct. Hein. Qui est-ce qui voudrait présenter un truc, préparer un truc pour la prochaine fois sur un sujet ou qu'il a ou pas défini à l'avance, hein, peu importe. Hein. En fait, il faudrait qu'on choisisse un sujet ou un présentateur, ou les deux, ce sera encore mieux, et un modérateur, voilà, histoire que ça tourne à chaque fois. Ou si vous n'avez pas d'idée ce soir, on ne se met pas la pression, j'envoie un mail avec le récap pour tout le monde et j'attends les réponses. Tu parlais tout à l'heure de l'hypnose non verbale, enfin de tout ce qui était, pourrait être intéressant, ça quand même. Ah ouais, c'est un bon sujet, tu veux faire? Non. Ah, vas-y, écoute. Non, j'ai pas ta pratique. Hein, ouais, non, mais c'est pas une question de pratique, c'est une question surtout qu'on fera de l'hypnose sans parole, quoi. Hein. Donc, hypnose sans parole, oui. Hypnose sans parole. Hein. Et réunion sans parole. Non. Et réunion sans parole, ouais. Donc, je sais pas, qui veut, ou sinon, on réfléchit et puis j'envoie un mail et puis j'attends les retours et le premier qui répond, il a gagné. On fait comme ça? Allez, très bien. Allez. Good. Bon, ben, merci à tous pour votre participation. Merci tout le monde. Hein. Merci, au revoir. Merci Manu. Bonne soirée. Tu as dit le 3e mardi de septembre. Ouais, 3e mardi, donc ça tombera septembre, 3e mardi. Écoute, ça nous dit le 21, c'est ça? C'est 21, exactement. OK? Allez, good. Bonne soirée. Ciao, ciao à tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Ciao tout le monde. Bonnes vacances. Ouais. Bisous. Ciao. Bisous.